et une nouvelle fois, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans mon petit atelier en devenir. Aujourd'hui marque le début de la deuxième partie de la réalisation de ma défonceuse sous table. Je pourrais vous faire tout un explicatif long comme d'habitude sur ce que j'ai fait aujourd'hui, mais je vais me contenter de l'essentiel en vous disant que j'ai juste été acheter le bois et que j'ai procédé au débit de tout le sapin. Avant de vous en montrer plus et de vous en dire plus, le naturel reprendra vite le galop. Je vous propose de vous approcher un peu de l'ordinateur et qu'on regarde ensemble le plan. Voici donc la forme et l'aspect que j'aimerais donner à ce meuble. Quand j'ai commencé à dessiner les plans, j'étais un peu perdu, je ne savais pas trop comment m'y prendre, par quel bout commencer. Surtout que ça va faire appel à pas mal de techniques, notamment en termes d'assemblage que je n'ai jamais utilisé. Alors j'ai lu des bouquins et j'ai regardé pas mal de trucs sur internet et j'ai fini par m'inspirer très fortement du plan donné par Mathias Vandel, que je trouvais très bien et très proche de ce que j'avais en tête. Le meuble sera monté sur roulette de manière à pouvoir être déplacé dans l'atelier, la place y étant plus que comptée. Et pour déterminer la hauteur, je me suis fié à celle actuelle de ma scie sur table que je trouve très confortable pour travailler et j'ai retranché la hauteur des roulettes et du plateau bien sûr. Le meuble est d'un aspect somme toute relativement simple. Les montants seront faits avec du sapin et les panneaux ainsi que les tiroirs avec du contreplaqué de peuplier de 10 mm. Pour la partie tiroir, justement, puisqu'on en parle, je n'ai pas prévu de mettre des glissières mécaniques, mais plus simplement des tasseaux de bois, et ce uniquement pour une raison de coût. Quand on regarde l'éclaté, on se rend compte que déjà je vais avoir pas mal de boulot, et j'ai prévu un assemblage par Tenon Mortaise pour toute la structure de sapin et les panneaux seront insérés dedans par l'intermédiaire de rainures et ne seront bien sûr pas collés afin que le bois puisse continuer à bouger tranquillement et à faire sa vie. Voilà, et bien écoutez, je crois qu'on a un peu fait le tour de cette présentation et on va pouvoir regarder un peu côté bois maintenant ce que ça raconte. Avant tout, il me fallait bien sûr me fournir en matières premières, mais vu que le vendeur de bois que j'ai choisi pour ce projet est assez loin et que je n'avais absolument aucune envie de faire 30 bornes avec une feuille de CP10 sur la galerie, avec tous les risques que cela comporte, j'ai commencé par faire un calpinage afin de la réduire et de la faire facilement rentrer dans la voiture. Bref, la feuille débitée en 4 arrive à bon port, accompagnée de 5 chevrons que je débiterai pour faire la structure. Ce choix étrange a été dicté par des raisons économiques, mais le revers de la médaille est qu'il n'est pas super sec. J'espère que ça ne me posera pas trop de problèmes par la suite. Il en fallait quand même pas mal, n'est-ce pas? On s'en douterait pas en voyant ça en fait. Bon, j'attaque donc le débit. Le tronçonnage se fera à la radiale et vu qu'il fait super beau, j'en profite pour me mettre dehors. Je bénéficierai ainsi du soleil et je limiterai le ménage dans l'atelier. Je vais commencer par les pièces les plus grandes, les montants, et je continuerai dans l'ordre décroissant. Je déligne afin de limiter un peu le rabotage lors du corroyage. Le bois est encore moins sec que je ne le pensais, et je sais maintenant que c'est là un choix que je ne referai plus à l'avenir. C'est la première fois que je prépare un tel nombre de pièces d'un coup, alors pour pouvoir me repérer par la suite et être sûr de ne rien oublier, je nomme les ensembles de pièces au fur et à mesure que je les prépare, sur le plan et sur le bois. Le boulot avance vite même, et assez rapidement j'ai mon ensemble au complet et je n'ai finalement que très peu de chutes. Je vais donc commencer maintenant le corroyage. Comme je le disais précédemment, le bois est vraiment loin d'être sec, ce qui fait que je vais essayer d'être assez rapide pour cette opération ainsi que pour l'assemblage. Je vais donc commencer uniquement par tout ce qui est montant et traverse, de manière à assembler le plus rapidement possible la structure de base. C'est donc parti pour l'opération dégauchissage, opération qui ne me pose aucun problème, le bois est très tendre.
Il y a juste que, vu que c'est du bois de charpente qui a été traité en surface, je mets un peu plus de protection que d'habitude. Bien évidemment, je n'oublie pas de faire les champs à 90 degrés après avoir bien réglé mon guide. Et psychorigide comme je le suis, je finis forcément cette opération par une petite vérification qui s'avère plutôt concluante. L'étape d'ego est donc finie, je vais pouvoir passer à celle du rabotage, mais vu qu'il y a quand même pas mal de codes différents à respecter, pour ne pas me gaufrer, je prends le temps de me faire une petite liste sur mon calepin. Je pense que cela va être une bonne aide pour cette opération. Je vais bien sûr commencer par les pièces les plus larges pour aller vers les plus fines, et c'est donc avec celles à ramener à 50 que je commence. Et plus particulièrement par les montants, vu que ce sont les seuls à être à cette cote des deux côtés. Il convient tout de même de faire très attention à ne pas se tromper de sens, ce qui ruinerait les références faites précédemment à la dégo. Pour les autres pièces, qui n'ont qu'une face nécessitant d'être travaillées pour le moment, moins de vigilance est nécessaire, mais tout de même, vu le nombre assez conséquent de pièces que j'ai à faire et le nombre trop important de passes que je vais devoir exécuter, je mets en place une sorte de protocole prenant et remettant les pièces toujours dans le même sens afin de pouvoir enchaîner, et ce, bien sûr, sans risque de me tromper. Je disais que le nombre de passes à faire était trop important, car n'étant pas sûr de ce que j'allais trouver lors de cette opération et manquant encore cruellement d'expérience en la matière, j'avais laissé pas mal de gras lors du débit et du délignage, environ 10 à 12 mm. Mais vu que ça se passe super bien, ce gras du coup devient beaucoup trop important et me bouffe inutilement du temps. Ce n'est que vers la fin que j'ai fini par craquer et j'ai refendu afin de raccourcir un peu cette opération fastidieuse. J'aurais pu y penser plus tôt, mais c'est comme ça. Toujours est-il que malgré le nombre assez important de pièces à faire, j'en viens finalement à bout et je passe donc à la section suivante avec les pièces à ramener à 40. Je fais ensuite celle à ramener à 30, puis pour finir, celle à 20. Voilà, le corroyage est fini. Vu que le bois n'est pas sec, maintenant que les pièces ont été préparées, je préfère les stocker sous presse. Je n'ai toujours pas fait de collecteur à copeaux pour ma 636. Le ménage de fin de journée va donc être un peu plus conséquent que d'habitude. Mais ne serait-ce que pour ça, je le fais quand même. Allez, à votre santé. Ne voulant pas laisser ce bois corroyer trop longtemps à l'air libre avant de le travailler, je décide de passer directement aux usinages. Ça va être une journée marquée par beaucoup de grandes premières pour moi. Aujourd'hui, mes premiers mortaises que je compte faire avec ma défonceuse sous table, même montée d'une manière un peu provisoire sur l'établi. Donc voilà, ça va être sa première utilisation en situation réelle. Et cette journée va donc forcément être marquée sous le signe de beaucoup d'apprentissage et j'en suis très content et j'ai hâte de m'y mettre. Alors c'est parti avec, comme vous l'avez vu, beaucoup d'entrain et de motivation, mais finalement ça s'est pas vraiment passé comme je le pensais. En effet, avant de faire les mortaises, je compte commencer par m'occuper des rainures qui accueilleront les panneaux. Je règle le guide, rainure de 10 mm à 10 mm du bord, 20, on est bon. J'installe les joues qui ne me conviennent pas et que je referai dès que j'aurai 5 minutes. L'aspiration par le guide ne servira à rien, j'utilise donc celle de la défonceuse. Dernière vérification, tout a l'air bon, je vais pouvoir me lancer dans cette première utilisation de la défonceuse sous table en situation réelle. Et ma foi, c'est plutôt sympa et je trouve que ça réagit bien. Les presseurs font parfaitement leur office et sont, je trouve, très faciles à régler. La table réagit bien et tous les efforts que j'ai mis pour l'affleurement de l'embase ainsi que pour la glisse portent leurs fruits à merveille, c'est très fluide. Le guide se positionne bien, et ce, plus facilement que je ne le pensais. Les joues réagissent bien, et le passage de l'une à l'autre est très très fluide. En bref, je suis plutôt content.
Mais bon, pour en revenir à ce premier usinage, j'ai choisi de faire les rainures en deux passes de 5 mm chacune afin d'arriver au 10 souhaité sans forcer trop sur le bois. Bah, pour une première fois, honnêtement, je préfère y aller un peu mollo quand même, quoi. Voilà, la première série, enfin plutôt la première passe est faite, mais il n'y a rien qui vous chiffonne? Vraiment rien? Bon, de loin, c'est un peu dur à voir, je reconnais. On va se rapprocher un petit peu. Bah ouais, j'en ai fait une du mauvais côté, espèce de boulet, va. Bon, je mets ça sur le compte que c'est la première fois que je travaille avec une défonceuse sous table et je réfléchis à la façon de faire pour réparer cette erreur. Hors de question de refaire la pièce, ni le temps ni la matière première disponible, alors j'envisage de faire une pièce qui viendrait boucher tout ça. Puis je me dis que finalement ce n'est qu'un meuble exercice pour l'atelier et je décide de placer ce montant dans le fond, orienté de sorte à ce qu'elle soit derrière les tiroirs, et ça ira bien comme ça. Je finis donc mes usinages qui sont parfaitement ajustés à la feuille de CP qu'ils doivent accueillir, tellement parfaitement ajustés d'ailleurs que je trouve que ça l'est un peu trop et je pense que comme ça le bois n'aura pas assez de marge pour pouvoir vivre sa vie sereinement. Alors je décide d'agrandir un peu l'espace et pour le faire d'une manière simple, je pose un montant que je bride provisoirement, le temps de desserrer mon guide, de mettre des cales de 0,5 entre les deux, de refixer mon guide qui se trouve donc maintenant toujours aligné, mais décalé des 0,5 que j'ai ajoutés. Et cela me semble déjà vachement mieux. Pour fignoler ces rainures, j'improvise rapidement une petite cale à poncer sur mesure. Pour une fois que j'ai quelque chose de facile à faire, j'en profite. Les rainures finies, j'attaque les mortaises et après avoir réglé le guide, je fais un test qui s'avère concluant. Je mets donc les montants à format, mais sur les parties qui ont des rainures que je n'ai pas pu faire arrêter comme il aurait convenu, je pense qu'il y a un risque d'arrachement. Par précaution, je les prépare donc au préalable au ciseau à bois. Pour ça, je commence par les tracer le plus soigneusement possible dans les deux axes. Puis, afin de guider le ciseau et de couper les premières fibres, je reporte ces traçages à l'aide d'une équerre et d'un tranchet. La suite n'est pas très compliquée et j'y vois l'occasion d'un excellent exercice. J'y vais doucement afin de ne pas briser les fibres, mais bien les couper là où il se doit. Et je fais cela tranquillement jusqu'à rejoindre la profondeur de la rainure. La première terminée, je fais un test avec une passe à 5 mm et comme je le prévoyais, je n'ai effectivement pas d'arrachement. Donc du coup, j'enchaîne sur les autres et ça me fait vachement plaisir. J'aime de plus en plus travailler à la main, puis là ça devrait aller relativement vite. Enfin ça, c'était sans compter la boulette de la journée. Un faux mouvement en prenant une pièce sur l'établi et vlan, le ciseau par terre. Vous connaissez le bruit du ciseau qui tombe sur un sol en ciment? Moi je connaissais pas. Maintenant si. Et je peux vous dire que ça glace le sang. Résultat, bah ouais, ça fait carrément mal un sol en ciment. Hein. Et encore, je pense que je m'en tire pas si mal, ça aurait pu être pire. Bon bref, je me traite même pas de plein de noms d'oiseaux, ça ne servirait pas à grand chose, et je repense une larme à l'œil au plancher OSB que j'aimerais faire dans mon atelier. Et il me reste plus qu'à sortir le kit d'affûtage. Ouais, vu l'état du biseau, ça va pas se faire en 5 minutes cette histoire. Hein. Le plat n'avait pas l'air trop atteint, j'avais espoir de pouvoir commencer au 500. Ben non, c'est au 240 qu'il m'a fallu commencer. Mais bon, je retrouve tout de même un plat très fonctionnel. Et par contre, pour le biseau, ça n'a pas été la même blague. Et j'ai carrément dû commencer au 80 pour en venir à bout. Et j'ai eu dessus encore plus de boulot que lorsque j'avais travaillé ces mulleurs de qualité GSB pour les rendre utilisables. Le biseau secondaire et le morphile n'ont été qu'une formalité, mais tout ça m'a pris quand même une bonne heure et du coup j'ai pas pu commencer les mortaises que je voulais faire. On verra ça demain. Mon ciseau accidenté hier étant de nouveau en forme, j'ai pu finir de préparer les mortaises en vue des usinages que je fais dans la foulée. Je règle le guide et ajoute une butée afin de les arrêter à une cote précise. Il n'y a pas grand-chose à faire, il convient juste d'être vigilant afin de ne pas se tromper de face et d'enchaîner en montant la fraise de passe en passe. Normalement, ça devrait aller assez vite. Eh ben non,
pas du tout, bien au contraire. J'ai fait une belle erreur de débutant que je suis à l'utilisation de la défonceuse sous table. La fraise de 10 est une série courte, je m'étais dit que ça ne poserait pas de problème, car même si elle ne fait pas les 30 nécessaires, en montant je les obtiendrai. C'est vrai, sauf que la rondelle que j'avais mise sur leur base, si elle laisse passer la fraise, elle ne laisse pas passer la pince. C'est ballot ça, c'est vraiment ballot parce que sans ça j'avais juste de quoi faire les 30. Bon, du coup, je réfléchis. C'est vrai que je peux retirer mon guide pour changer de rondelle et le remettre exactement au même positionnement assez facilement. Le problème n'est donc pas monstrueux. Mais je me dis que j'ai envie de faire autrement et de retirer les 8 mm restants à la main. J'y vois là une superbe occasion d'apprentissage et je veux tenter le coup. Alors, du coup, je sors mes ciseaux et puis c'est parti pour le faire en musique plutôt qu'au casque anti-bruit. C'est plutôt pas mal. Après un petit peu de temps, afin de bien voir les mouvements qui fonctionnent et ceux qui sont voués à donner un mauvais résultat, je vais de plus en plus vite et au bout d'un moment, j'obtiens relativement rapidement ce résultat. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas au cordeau, mais je suis tout de même assez content de moi pour ces débuts. J'ai en plus appris pas mal de choses en le faisant, et puis cerise sur le gâteau, je me suis vraiment régalé à le faire de cette façon. Le fait de pouvoir travailler dans le silence, c'est vraiment très très agréable. Voilà, du coup, c'est relativement facilement et rapidement que je finis les 8 mortaises. La suite logique est donc de faire les tenons. Quoi vous ne connaissez pas encore? Eh ben ouais, oui, oui, vous avez deviné, j'ai fait carrément autre chose. En effet, comme je le disais précédemment, lorsque j'ai fait les rainures qui finiront peut-être un siècle ou l'autre par accueillir les panneaux, je n'avais pas pu les faire arrêter comme il l'aurait fallu. Ce n'est pas très grave car ça ne se verra pas, mais bon, moi ça me chiffonne quand même un petit peu cette histoire. Puis en plus, ça me fait perdre une surface d'appui pour les joues des tenons. Je décide donc de les reboucher en flipotant, ce sera de nouveau un très bon exercice et me permettra d'utiliser un nouvel outil que je viens juste de recevoir. Alors, en compagnie de mon nouveau copain, je réduis une vieille radouille sortie de mon stock afin de la ramener à la bonne cote. Un petit passage à la scie sur table avec du gras, un petit coup de rabot sur ce gras, un petit débit et j'ai de quoi flipoter cette disgrâce, preuve trop flagrante de mon incompétence. J'utilise ensuite de la colle à prise rapide, je bloque avec une petite presse par le dessus et pour les pousser, je mets un coin avec précaution afin de ne pas éclater la partie opposée. Une fois la colle prise, je retire l'excédent de bois au rabot et ce avec un énorme plaisir. Je découvre cet outil et c'est impressionnant ce que l'on peut faire avec ça. Et encore, j'en suis qu'au début de mes découvertes. Bref, j'arrive donc très rapidement et facilement à ça et il ne me reste plus qu'à nettoyer l'intérieur de la mortaise au ciseau pour arriver à un résultat que je trouve plus qu'acceptable. Pendant que j'y suis, et vu que je me suis régalé à le faire, j'en profite pour gommer un peu les traces de mon erreur de positionnement d'une des rainures. Et vu que cela ne se verra normalement pas, je ne cherche pas à faire une merveille, juste faire plus propre et continuer à me faire la main. Collage, toujours à la prise rapide, puis je finis le tout avec mon rabot de paume. Et oui, encore lui, je crois qu'on va devenir inséparables lui et moi. Enfin bon, ce n'est pas pire, et c'est clair que ça ne serait pas bon pour un vrai meuble et sur une partie visible, mais pour ça, franchement, ça me va, quoi. Bon, ça c'est fait, comme on dit, mais il va quand même falloir que je m'occupe des tenons si je veux pouvoir avancer, et je commence ce boulot par la construction d'un petit accessoire dont je pense avoir besoin pour pouvoir le faire sereinement. Je monte au grenier, chercher de vieilles radouilles et j'esquisse la forme et l'idée. Après avoir réduit la hauteur de la partie verticale, je passe à la défonceuse sous table. Oui, j'ai quand même un peu envie de jouer avec, quoi. Donc je passe à la défonceuse sous table, disais-je, afin d'y faire une rainure pour faciliter l'assemblage. Je fais les pré-perçages en vue du vissage ainsi que les trous pour la fixation sur le guide. Pas de souci. Pas de souci. Comment dire, ça serait quand même peut-être mieux si je faisais les trous pour nouer les têtes de vis du bon côté, non? Et ouais, je suis bon pour refaire la partie verticale. Bon, c'est pas super grave, hein, c'est l'affaire d'une vingtaine de minutes. Mais quand même, je te jure, si j'avais pas deux mains gauches, des fois je me collerais bien des beignes.
Bon bref, après avoir refait cette pièce, dans le bon sens cette fois, j'assemble en collet vissé, pas de souci, et bien à 90 degrés. Les pièces à tenonner sont tout de même assez hautes, alors pour aider mes petites sauterelles, je rajoute un socle fait dans la première pièce ratée. Ouais, faut pas gâcher. Je fais un essai, nickel, bien à 90 degrés, très facilement, qui plus est. Je suis content, ça m'a pris un peu de temps, mais logiquement, je devrais vite le rentabiliser. Fort de cela, et vu que les tenons doivent être à 45 degrés sur leur extrémité, je pense mettre à format avec cet angle avant de tenonner, craignant qu'ils ne deviennent trop fragiles par la suite. Et alors là, on est précisément au début d'une énorme boulette, mais ça, je ne le savais pas encore. Maintenant, en montant la vidéo, c'est un peu comme dans un film policier qu'on a déjà vu. Je crie « Stop, stop, arrête-toi, fais pas ça, c'est une connerie !» Mais l'autre abruti derrière l'écran n'entend rien et continue. Elles sont donc toutes faites d'un côté avec un petit pense-bête pour être sûr de ne pas me tromper. Puis je fais l'autre extrémité, je calcule et mesure la première, dont je me sers pour faire les autres. Je n'ai pas besoin d'une précision extrême, juste qu'elle soit symétrique, ce qui est le cas. Et voilà, elles sont toutes prêtes à être usinées. Bon, normalement j'ai tout et je vais donc enfin pouvoir commencer ces fameux tenonnages. Je repasse donc à la défonceuse sous table et là franchement c'est le festival du grand n'importe quoi. Je pense que même en m'y préparant, il m'aurait été compliqué de cumuler plus d'erreurs sur si peu de temps. Bon, je suis tout de même un peu cruel avec moi. Enfin, je m'en fous, j'ai le droit. Mais enfin là, il faut quand même avouer que j'ai fait quand même un peu fort, quoi. Bon, je vous propose de faire une liste de toutes ces erreurs que je ne reproduirai jamais, c'est promis. Alors, vu qu'il y a quand même pas mal de nominés pour ces palmes, je commence par la première. Le petit chariot que j'ai construit, qui est bien d'équerre, j'en suis certain, une fois fixé sur le guide d'onglet, prend un petit peu d'angle, je pense que cela vient du guide lui-même. Ding! Première erreur, je n'ai pas corrigé cet état de fait et j'ai compensé en appuyant dessus lors de l'usinage. Primo, on peut vraiment faire mieux en termes de précision et secondo, surtout par rapport à la sécurité. C'est on ne peut plus pitoyable. Toujours dans le registre de la sécurité, je n'ai pas mis de protecteur et la fraise est accessible. Il s'agit bien sûr là de quelque chose à ne jamais faire et je ne reproduirai jamais ce cas de figure. Alors certes, j'ai toujours fait très attention et j'ai toujours coupé le moteur avant de changer la pièce de position, mais voilà, j'étais pas à l'abri ni d'une étourderie, ni d'un faux mouvement ou d'avoir la main embarquée par la pièce. C'était vraiment très dangereux. Bien, alors, enfin bien, façon de parler, hein. Alors voyons maintenant le second nominé, et pour ça j'ai nommé le par éclat. J'avais juste mis une petite baguette que je n'avais pas fixée, et bien sûr ça n'a pas résisté très longtemps, et ça aurait même pu s'avérer dangereux. Heureusement je suis toujours seul dans l'atelier quand je fais ce genre de choses, et je ne me mets jamais dans l'axe de la pièce. Enfin quand même. Le troisième problème concerne la fraise elle-même. Si je me suis assuré que je pouvais atteindre la hauteur voulue, je ne voulais pas reproduire l'erreur rencontrée lors de l'usinage du mortaise, j'ai été contraint d'utiliser une fraise assez longue et donc avec ce que j'ai de petits diamètres, multipliant ainsi les passes nécessaires. On verra par la suite qu'il s'agit là d'un problème toujours pas résolu à ce jour. Il me faudra trouver l'outil qui va bien et refaire mon chariot afin que la pièce travaillée ne soit pas aussi haute. Le chariot est de toute façon provisoire et je ne l'ai fait que pour l'usinage de ces tenons. Et puisque l'on parle du chariot, quand je referai celui qui sera à ce coup-ci définitif, je n'utiliserai bien sûr pas du MDF. Ce dernier résiste en effet assez mal aux tensions au niveau des vissages des sauterelles et des contraintes qui y sont liées. Je le ferai donc plutôt en contreplaqué. On en est déjà à 4 nominés, mais la liste ne s'arrête pas là, quand je vous disais que j'avais fait fort sur cette opération. Alors voyons la suite. Maintenant, tout est très lié. Au début, j'avais mis une cale pour faire la butée, super, simple et pratique, comme j'aime, sauf que, bah ouais, et c'est pour ça qu'il fallait pas couper à 45 degrés avant d'usiner les tenons. Ça marche d'un côté, mais pas de l'autre. Je me retrouve donc à devoir faire un montage à alambiquer et donc peu précis pour essayer de retomber sur mes pattes. J'y arrive tant bien que mal, mais c'est là une perte de temps et ne garantit pas beaucoup la symétrie. La symétrie, puisqu'on en parle, ding!
Bing, erreur suivante. Lors du court voyage, je n'avais pas préparé de pièces d'essai et je me retrouve donc à tester et calibrer la machine sur une vraie pièce, ce qui pourrait, en cas d'erreur, compromettre fortement le projet. Allez, si on veut arriver au bout, autant continuer. Là, ça va être un peu plus compliqué à expliquer. Comme on peut le voir, j'ai commencé par usiner la partie intérieure des tenons, mais je me dis assez vite que c'est débile et que je dois faire aussi la partie extérieure et puis celle du milieu. Avec cette fraise, il me faut effectivement 3 passes pour arriver à la longueur du tenon. Alors je fais ça en remarquant que pour des histoires d'arrachement, bah oui, je n'ai plus de pareil que là, il vaut mieux commencer par l'extérieur et puis remonter vers l'intérieur. Je mets donc ça en application et lors du premier retournement de pièce, j'ai un bon décalage. Je ne comprends pas tout de suite pourquoi, je me dis que j'ai dû me gaufrer quelque part et je passe à la suivante. Et là, à mi-course, je m'arrête. D'ailleurs, ça se voit un peu à la brûlure sur le bois. Et oui, je viens en effet de comprendre la raison de ce décalage. Avec cette technique, je réduis la longueur du tenon, ce qui est normal et voulu, mais du coup ma référence devient complètement fausse. Et voilà, je n'aurais jamais dû faire mes coupes d'onglets avant de faire les tenons. J'aurais de sorte conservé ma référence sur tous les usinages et la coupe à 45 degrés aurait très bien pu se faire à la fin, à la main, tranquillement. Je ne referai jamais cette erreur, mais dans le cas présent, alors que j'aurais vraiment dû m'occuper d'autre chose, je vais devoir trouver une bonne idée pour me ressortir de ce guêpier. Alors, me sortir de ce guêpier, bon, exercice périlleux, hein, ça peut carrément conduire à ruiner les pièces et à donc devoir tout recommencer. Alors, on verra que finalement, mais je m'avance un peu trop là. Alors pour débuter, j'analyse sereinement la situation. Pour les petites traverses, le mal est déjà fait. Je décide d'usiner en l'état. Elles feront 12 mm de moins en longueur. Ce n'est pas très très grave. J'ai juste besoin de rajouter une petite cale sur certaines pour être symétrique aux autres. Et puis pour les grandes, c'est à peu près le même topo, hein. La solution que j'ai pensé être la moins débile pour m'en sortir a été de m'occuper que des fins et de laisser le reste. Et une fois cela fait, et en m'étant assuré bien sûr que je n'avais rien oublié, il me restait ça. Alors pour ça, justement, j'ai pas mal hésité. Reprendre avec le petit chariot, mettre mon guide et les faire dans le sens vertical, les finir à la main. Bon, c'est vraiment dommage, hein, ces deux boulettes, parce que ça aurait pu être pas mal sinon. Je finis par décider de le tenter en vertical, mais je redoute vraiment les arrachements, voire des explosions de tenons. Je sais pas, j'ai peut-être tort, hein, j'ai jamais essayé. Mais si c'est le cas, c'est tout simplement mort, et le risque est vraiment trop grand, je trouve. Alors je finis par les faire à la main, enfin au ciseau plutôt, dans le calme, dans la musique, plutôt que dans le bruit des machines.
Voilà, le premier fait, il n'y a plus qu'à tester et c'est loin d'être une réussite, mais je commence à comprendre pourquoi, j'affine ma technique, je change certaines actions et le second est déjà beaucoup mieux à défaut d'être parfait. Un cadre fini, je fais un essai avec une chute simulant un panneau. Ce n'est pas super beau ni super propre, mais cela a quand même l'air de vouloir fonctionner. Et bon, Et bien voilà, nous arrivons enfin à la conclusion de cette vidéo, et puisqu'on est à la conclusion, autant en tirer une, et tirer profit de tous les enseignements et de toutes les erreurs, Dieu sait qu'elles furent nombreuses, que j'ai fait pendant cette réalisation, et de tirer la conclusion qui s'impose, à savoir que ça ne va pas du tout, ça ne me plaît pas, les tenons mortaises ne pourront pas, à mon avis, remplir le rôle qui leur est dévolu. Et je pense que le mieux est de tourner la page, de repartir avec une feuille toute blanche, toute neuve, de mettre en application tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai découvert, et puis juste de recommencer depuis le début. Voilà, et ça sera l'objet de la prochaine vidéo.